de 3 avant-postes de colonies et l'expansion d'autres implantations israéliennes en Cisjordanie. Pourtant, partout dans le monde, les mobilisations citoyennes pour dénoncer le génocide en cours, appelées à un cessez-le-feu et au respect du droit international, ont pris une ampleur sans précédent dans l'histoire récente du mouvement de soutien à la Palestine. Des blocages étudiants pour réagir face au scholastocide en cours et pour demander à leur université de rompre leurs liens avec Israël, aux manifestations qui ont mobilisé à chaque fois des dizaines de milliers de personnes. Pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien bafoue encore et en toute impunité le droit international, massacre des milliers de personnes et poursuit sa politique d'occupation et de colonisation. Alors, après presque 1 an de pression de la société civile, on est en droit de se demander si ces mobilisations sont utiles. Quel succès on peut attribuer à ce mouvement et quelles sont les nouvelles formes de mobilisation et enfin, qui se mobilise. Alors aujourd'hui, pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Nadia Fark. Vous êtes secrétaire générale de l'association belgo-palestinienne. Bonjour Nadia. Bonjour Aurore. Michel Stachewski, vous êtes historien et membre de l'Union des Juifs progressistes de Belgique ainsi que de l'Alliance des Juifs antisionistes en Belgique. Vous êtes notamment l'auteur de Palestiniens et Israéliens, dire l'histoire, déconstruire mythes et préjugés, entrevoir demain, qui a été publié aux éditions du Cerisier. Bonjour Michel, merci d'être là. Bonjour. Et enfin, Simon Rix, vous êtes chargé de recherche et de plaidoyer pour l'ONG Solsoc. Bonjour Simon et merci d'être là. Bonjour Aurore. Alors, pour rentrer directement dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Nadia, pouvez-vous revenir un peu sur les mobilisations qui ont eu lieu en Belgique cette année et sur leur impact ? Quels sont, selon vous, les succès, mais aussi les défis qu'elles ont pu rencontrer ? Et puis, est-ce que vous pensez en fait que ces manifestations ont eu un impact sur la position du gouvernement belge ? En fait, la mobilisation a commencé très vite. On a dès le lendemain du 8 octobre, 7 octobre, mais aussi à partir du moment où il y avait une riposte envers Gaza, donc il y a eu des mobilisations et on a commencé à manifester devant les affaires étrangères et des grandes manifestations. Et c'est vrai qu'il y a eu un élan très important, très varié pendant les mois qui ont suivi. Et notre travail, ça a été d'essayer d'avoir vraiment une plateforme la plus large possible. Donc d'avoir tous les mouvements sociaux avec nous, que ce soit les syndicats, les solidaristes, les ONG, les comités de soutien, et de pouvoir avoir une plateforme commune et des revendications communes. Ce qui n'a pas toujours été facile, parce que chacun a une position qui n'est pas la celle de l'autre. Et voilà, il a fallu vraiment pousser un peu, parfois un peu violemment pour aller dans le retranchement de chaque frein des organisations pour avoir une plateforme et des revendications communes pour tous. Et je crois que voilà, ça a été une belle réussite. Ça a été un travail parfois difficile de travail en commun, malgré une année d'élections, malgré des élections sociales, d'avoir tous les mouvements avec nous et qu'on ait des mots justes pour décrire ce qui se passe en Palestine et pour le dénoncer ensemble, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a eu des belles mobilisations, plusieurs mobilisations. Et quand on a rencontré la ministre des Affaires étrangères et quand on a rencontré des députés, tant européens que fédéraux, chaque fois ils disaient que le fait de voir autant de personnes dans la rue ont eu un impact pour eux. Donc ils voyaient bien que c'était une question qui était importante pour les Belges et pour les Européens en général. Mais aussi, on a eu beaucoup d'échos venant de Palestine, justement, où les Palestiniens, vous voyez, suivaient ça via les réseaux sociaux et se sentaient moins seuls. Et donc, ça paraît peut-être anodin, mais je crois que le fait d'avoir chaque fois des remerciements venant de Gaza, alors qu'ils vivent des choses horribles, en disant « Ah, merci de se mobiliser pour nous comme ça », ça a été... C'est important, quoi. Et finalement, vous avez... autour de quel message vous vous êtes rassemblés dans ces manifestations ? Au fait, il y a eu plusieurs messages. Mais donc, le message le plus important, c'était « cessez le feu maintenant ». En fait, ça paraît vraiment ridicule, mais il y a des partis politiques qui trouvaient que voilà, Israël a le droit de riposter et que donc un cessez-le-feu était prématuré. Donc, la revendication la plus importante maintenant, et qui continue encore maintenant, c'est vraiment de demander un cessez-le-feu immédiat, tout de suite, maintenant, pour que cesse ce bain de sang qui est actuellement à Gaza, avec une démolition complète de la société. Donc, tu le rappelais dans la présentation, c'est qu'il y a les morts, il y a les blessés, il y a les universités qui sont démolies, les hôpitaux qui sont démolis, les écoles. Avant de pouvoir reconstruire Gaza, avant que Gaza ne redevienne
vivable, je crois qu'il y aura vraiment des mois, si ce n'est pas des années. Et donc, ça a été ça, mais ça a été aussi de décrire qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi. Donc, est-ce que, pour certains, un génocide est en cours, d'autres disent qu'il y a un risque de génocide. Donc, c'est là qu'il y a des frilosités parfois. Donc, mais en attendant, on ne pouvait pas faire de concessions au niveau de la justice, du mot juste utilisé pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes et de moins jeunes Palestiniens en Belgique, des jeunes qui venaient, qui ont fui la guerre à Gaza et qui sont ici présents. Et si on dit on n'ose pas trop dire les choses parce que pour ne pas vexer, c'est quelque chose d'insupportable pour eux, quoi. Et donc il a fallu tenir compte de ce que les Palestiniens de Belgique nous demandent, aussi d'être en conformité avec ce que nos partenaires en Palestine nous demandent et de pouvoir mobiliser le plus large possible d'organisations en Belgique. Merci beaucoup Nadia. Alors Michel, il y a aussi eu des associations juives progressistes comme par exemple l'UPJB qui se mobilisent depuis longtemps sur la Palestine. Quel était de votre côté votre message depuis le 7 octobre ? Pas en notre nom. Pourquoi c'est important d'employer ce slogan « Pas en notre nom » ? Parce que l'État d'Israël et tous ses relais dans le monde, et qui sont puissants, tentent encore et toujours de faire croire que c'est qu'ils se battent pour l'intérêt des Juifs du monde, que tous les Juifs du monde sont avec eux, etc. Bon, c'est de moins en moins crédible, justement parce que des voix juives alternatives et même antisionistes se développent de plus en plus un peu partout dans le monde occidental. Je parle du monde occidental parce que dans le monde non occidental, c'est évident, mais c'est dans le monde occidental qu'il y a le plus de Juifs aussi. Voilà. Israël faisant partie de ce monde occidental, en fait. Et donc, ces voix juives alternatives sont très importantes pour casser l'image d'un conflit qui serait interethnique ou interreligieux. Et pour replacer la question là où elle doit être, c'est une question politique et des droits humains, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Alors, Simon, vous travaillez pour une ONG, Solsoc, qui soutient 2 organisations de la société civile en Palestine et un syndicat qui travaille à Gaza et en Cisjordanie. Quelle a été leur réaction de leur côté suite à la mobilisation belge de soutien à la Palestine et mondiale ? Je dirais que s'il y a vraiment un mot qui doit définir leur réaction, c'est la surprise. Ils ne s'attendaient pas du tout à un tel élan de solidarité. Et ils sont convaincus en fait, que cette solidarité permettra à un moment d'avoir une influence sur le conflit et vraiment espérer en changer l'issue en tout cas. Et on se dit vraiment en tant qu'ONG, lorsqu'on entend ça, on entend leur surprise, on se dit on n'a pas le droit de ne pas se mobiliser, on doit continuer la mobilisation et avant tout essayer de sensibiliser le citoyen belge pour qu'il vienne avec nous marcher dans la rue. Et je dirais qu'il y a une dernière chose sur laquelle ils insistent énormément, c'est de ne pas oublier de parler de la Cisjordanie, car énormément dans les médias on parle de la guerre à Gaza et il ne faut pas oublier de dénoncer cette politique de colonisation de la part d'Israël en Cisjordanie. Nos partenaires proviennent essentiellement de Cisjordanie, c'est avec eux qu'on a des contacts réguliers et pour eux c'est très important. Donc en tant qu'ONG, on continuera à sensibiliser les citoyens et aller dans la rue. Okay. Merci Simon. Alors Nadia, j'avais aussi une question sur les gens qui finalement descendent dans la rue ou qui se mobilisent depuis un an sur la Palestine. Donc je pense qu'il y a un cœur de militants en Belgique qui se battent depuis très longtemps pour la défense des droits des Palestiniens. Mais est-ce que vous avez vu des nouveaux publics arriver depuis un an ou bien simplement ce sont tous ces militants qui se mobilisent depuis un an ? Oui, merci pour cette question. C'est vrai qu'en fait, quand on parle mobilisation, on pense tout de suite aux grandes manifestations de masse, mais en fait, il y a vraiment eu une mobilisation très, très variée, très, très, très diverse. Déjà sur les réseaux sociaux, donc il y a vraiment eu des groupes de mobilisation sur Instagram, donc tous les réseaux sociaux ont été pris d'assaut quelque part par les militants pour pouvoir justement ne pas arrêter de parler de la Palestine sous toutes ses formes. Donc c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation plus importante cette fois-ci, mais il y a eu une mobilisation en Belgique de longue date. En fait, je veux dire, moi qui suis une vieille de la mobilisation, je me rappelle très bien des grandes mobilisations en 2002, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012. Donc chaque fois, c'est les mêmes partenaires qui étaient avec nous, parfois un peu moins présents, parfois un peu plus présents. Donc, mais là, ils ont vraiment tous été présents en masse. Et donc, il y a eu donc une grande diversité
diversité d'organisations présentes. Donc pas seulement à signer, parce que souvent on lance un appel et les organisations signent, mais ils ne sont pas présents. Là, vraiment, ils sont mobilisés en interne beaucoup. Mais il y a eu une mobilisation aussi, je disais, des réseaux sociaux. Il y a eu aussi des aides financières. Donc, vous savez que pour nous, à l'ABP, la question de la Palestine est une question politique. Donc, nous, on veut faire pression sur le gouvernement belge, sur l'Union européenne, pour qu'il fasse pression sur Israël, pour que ça arrête toutes ces violations du droit international, tant à Gaza avec l'horreur qui se passe, mais aussi en Cisjordanie, comme l'a rappelé Simon, la politique d'apartheid, la politique de colonisation, et encore particulièrement maintenant avec les colons violents. Mais donc, il faut qu'on fasse pression sur le politique, mais à côté de ça, ça devient aussi une question humanitaire, puisque là, ce que je disais par rapport à Gaza, il ne reste plus rien. Donc oui, maintenant aussi, on va relayer toutes les aides qui sont de l'ordre de l'humanitaire, de survie, pour pouvoir envoyer de l'argent pour que des gens puissent survivre à Gaza, alors qu'avant, ça a toujours été... même eux nous disaient, c'est pas une question humanitaire, c'est une question politique. Allez travailler vos gouvernements pour que cette occupation. Et donc là, il faut faire les deux. Donc, et ça se passe en fait. Donc il y a beaucoup des comités de quartier, des associations de jeunesse, des associations vraiment... Parfois, on n'arrive plus à répondre parfois aux mails ou au téléphone parce qu'on est sollicité de partout pour justement des gens qui ont envie de se mobiliser. Il y a des écoles, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Donc, il y a vraiment un élan très important et très varié qui fait plaisir, même si nous, on n'arrive pas à suivre, on le suit très mal parce qu'on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Mais c'est formidable, toutes ces demandes justement de pouvoir bouger, de vouloir bouger. Merci Nadia. Michel, quelle serait la meilleure manière de lutter contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme dans le mouvement de soutien à la Palestine ? La meilleure manière alors moi, comme je suis historien, je vais dire qu'il faut faire un peu d'histoire. Mais je pense qu'il ne faut pas arrêter, il ne faut pas accepter en fait les discours qui dominent actuellement sur ce que c'est ce conflit. Tu peux répéter un peu la question parce que j'ai peur de m'égarer là. Répète un peu la question. Comment lutter contre l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme ? C'est vrai qu'elle est instrumentalisée sans arrêt. Tout en restant alliée des personnes juives et de la lutte contre le racisme, etc. D'accord. En fait, l'État d'Israël a besoin d'antisémitisme comme de pain. Hein. Ils en ont absolument besoin pour justifier l'injustifiable, en fait. Enfin, pour essayer de justifier l'injustifiable. Et donc, c'est pour ça que c'est important que des voix juives alternatives s'expriment et que les voix non juives ne se laissent pas intimider par ce chantage à l'antisémitisme. Et ça vient de haut, hein. Quand on voit le président Macron qui dit que l'antisionisme, c'est le visage moderne de l'antisémitisme, c'est absolument scandaleux, d'autant plus que l'antisionisme a d'abord été juif pendant très longtemps et très majoritaire parmi les juifs jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Deuxième Guerre mondiale et le génocide des Juifs qui a changé les choses et qui fait que, dans une vision devenue très pessimiste de l'avenir des Juifs en Europe, les gens se sont ralliés majoritairement au sionisme. Et puis après, le mouvement sioniste a eu pas après, mais a eu le soutien d'abord de l'Empire britannique, puis de l'Empire des USA, on va dire, voilà, et de l'Union européenne. Et c'est important de se battre sans relâche pour dissocier les questions. En fait, le combat pour les droits des Palestiniens, c'est un combat antiraciste, fondamentalement. C'est un combat contre les discriminations, contre l'oppression, contre la colonisation. C'est un combat antiraciste et il faut le proclamer haut et fort. Voilà, et c'est ce que font la plupart des associations, la BP certainement, en mettant en avant ce côté antiraciste de la question et en refusant ce chantage à l'antisémitisme qui est... de mon point de vue, insupportable. Parce qu'en réalité, si on veut vraiment combattre l'antisémitisme, c'est absolument très nécessaire de faire la distinction entre la politique israélienne et ce que pensent des Juifs, les Juifs, voilà, qui pensent en fait des choses extrêmement variées, comme tout le monde, comme d'autres communautés, etc. Il y a pas une... il y a en Belgique deux associations qui prétendent être les porte-parole des Juifs de Belgique. Il y en a une francophone qui s'appelle le Comité de coordination des organisations juives de Belgique. Du côté flamand, c'est le Forum der Joodse Organisatie, qui prétendent représenter les francophones juifs ou les flamands juifs. Ils ne les représentent pas. Ils représentent un certain nombre,
certain nombre d'associations, un certain nombre de courants. Ils ne représentent certainement pas la majorité des juifs qui ne sont pas dans les associations d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que les associations dont moi je fais partie, en particulier l'UPJB, qui est une très vieille association, qui sous un autre nom existe depuis 1939, c'est toujours positionné indépendante. Enfin, en tout cas, depuis que le CCOJB, donc le comité de coordination existe, ça c'est pas depuis 1939, je ne sais plus depuis quand, mais enfin depuis qu'il existe, on a toujours été en dehors parce que ce comité d'organisation, enfin soi-disant représentatif, comme un peu l'équivalent du CRIF en France, mais en beaucoup plus petit, du CRIF, donc le Conseil représentatif, soi-disant représentatif des institutions juives de France, prétend... donc, le CCOJB, il a dans ses 3 missions les plus importantes la solidarité avec Israël. C'est pour ça qu'on n'en fait pas partie, parce que pour nous, Israël n'est pas le centre de la vie juive. Il peut y avoir les centres peuvent être multiples dans tous les pays où les juifs vivent, et nous revendiquons le droit pour la vie culturelle, religieuse, juive, d'exister librement partout dans le monde, et pas d'aller se réfugier dans un État, ou soi-disant un État refuge, qui n'est pas du tout un refuge, où les Juifs meurent de mort violente beaucoup plus qu'ailleurs, quoi. Je m'excuse d'être long. Pas du tout. Et j'allais justement, pour les auditeurs et auditrices pour qui antisionisme et antisémitisme sont parfois... ils peuvent un peu confondre les deux. Est-ce que tu pourrais revenir un peu clairement en quelques mots, si c'est possible, sur qu'est-ce que c'est l'antisionisme et qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Alors, il suffit d'expliquer d'abord ce que c'est le sionisme. Oui. Le sionisme, c'est un mouvement politique. Ce n'est pas un mouvement communautaire, religieux, c'est un mouvement politique qui s'est donné pour but de créer un État pour les Juifs en Palestine. Et donc, ça s'est fait au détriment des Palestiniens. Dans mon livre, en fait, presque l'essentiel du livre, c'est d'expliquer les conséquences pour les Palestiniens de la concrétisation de ce rêve devenu une réalité, d'un État réservé aux Juifs. Et à quel point le prix à payer est tellement important que jamais les Palestiniens ne l'acceptent. Ils ont toujours résisté, ils résisteront jusqu'au bout. D'autant plus que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils ont eu des victoires, les Palestiniens. Au début, ils n'étaient pas reconnus comme peuple. Puis maintenant, ils ont un statut d'État, observateur, reconnu par la grande majorité des États du monde. On ne se limite plus à une question de réfugiés. Donc, en fait, il y a une bataille idéologique, elle est très importante et elle se mène. On ne peut pas dire qu'elle soit gagnée dans le monde occidental, mais elle progresse. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas faire que des manifestations où s'expriment bien sûr des slogans, mais surtout des discours, mais surtout l'émotion des gens. Alors c'est très important, nous sommes investis très fort là-dedans, mais c'est aussi important de faire un travail au jour le jour, un travail idéologique pour contrer justement cette idéologie qu'on nous impose. Les gens, beaucoup de gens n'ont pas entendu parler du sionisme et ils sont sionistes sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils trouvent normal qu'un État où il y a une grande partie de la population qui n'est pas juive s'intitule État juif, qu'il accueille tous les juifs du monde alors qu'il n'accueille pas les gens qui ont été exilés ou expulsés. Il y a des tas de choses comme ça qui apparaissent comme normales alors qu'elles ne le sont absolument pas et que dans un autre contexte, on ne l'accepterait pas, quoi. C'est tout à fait à combattre et c'est à quoi on s'emploie. Michel, je pense que c'était très clair. Alors Nadia, on entend beaucoup de gens qui viennent vers nous en nous demandant comment agir, mais en fait, ils ne savent pas par où prendre le bout de cette situation qui est tellement gigantesque et qui semble tellement dépasser les questions individuelles de citoyens et de pouvoir d'action. Quel conseil est-ce que tu leur donnes à ces personnes quand elles viennent vers vous? Par où commencer? En fait, déjà, quand ils viennent vers nous, c'est voir un peu qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Quel temps ils ont envie de consacrer sur la question. Et je crois qu'il n'y a pas une solidarité, il y a des solidarités multiples. Et chacun peut, là où il est, là où il travaille, faire un petit pas pour ça. Ça va de mettre un drapeau à la fenêtre, de poster, de relayer les informations qui passent, de corriger quand il y a un mot qui est utilisé à mauvais escient, d'utiliser le bon vocabulaire et de pouvoir corriger les autres qui utilisent un mauvais vocabulaire. Ça va à venir à des mobilisations, oui, mais surtout aussi à interpeller le monde politique. Donc là, maintenant, on a un nouveau gouvernement et donc on a du travail. Tant au niveau européen où on a une présidence hongroise, donc ça va être une grosse bataille. Un Parlement européen avec beaucoup de partis d'extrême droite, ça va être beaucoup de boulot. Et en Belgique, on a quand même
les partis francophones qui ont été un peu plus solidaires, disons, sont dans l'opposition. Et donc là, maintenant, on va devoir vraiment travailler à nouveau. Et donc, je crois qu'on ne doit pas baisser les bras parce qu'on n'a pas le droit d'être fatigué par ce qui se passe, mais de reprendre et de recommencer à expliquer de A à Z. Parce que une grande partie de notre travail, ça a été de rappeler qu'en fait, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Que donc, on est quand même à 76 ans de Nakba, que les territoires de Cisjordanie et Gaza sont occupés depuis 1967. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et que le peuple palestinien, il vit sous occupation et qu'il a le droit à résister. Il a le droit à résister sous toutes ses formes, donc même militaire, même si on préférerait que ça se fasse avec des fleurs, mais qu'à un moment donné, après autant d'occupation, ils peuvent aussi le faire de façon militaire. Parfois, ça dépasse ce que autorise le droit international, parce qu'on ne s'attaque pas à des civils, mais à des militaires dans le territoire occupé. Mais il a le droit à résister. Et donc, c'est à chaque fois expliquer à zéro d'où ça vient. Et Michel rappelait il faut connaître l'histoire. Donc oui, même si on ne connaît pas le détail de l'histoire, il faut quand même connaître un peu les bases de l'histoire pour pouvoir agir. Et donc, il y a le plaidoyer politique. Alors, il y a aussi... on est consommateur et donc on a toutes les campagnes de boycott. Et le boycott, c'est vrai que certains disent mais ça ne sert à rien, mais parfois ça sert. Donc comme dernièrement, il y a eu une belle victoire du BDS, donc du boycott des investissements sanctions. C'est par rapport à AXA on a une campagne contre les investissements d'AXA en Israël depuis longtemps. Et là dernièrement, AXA s'est désinvesti des banques israéliennes avec lesquelles il travaillait. Donc voilà, c'est des réussites. La pression citoyenne, populaire, peut avoir de l'effet. Ça peut être aussi pour d'autres produits, mais je veux dire, voilà, si on se met tous ensemble vers certains produits à boycotter, ça fonctionne. Et puis nous, on a aussi une campagne qui est l'Apartheid Free Zone, c'est de dire, voilà, nous institutions, nos magasins, nos centres culturels, on peut aussi se déclarer une zone libre d'apartheid, donc où on s'engage à ne pas avoir de relations avec des entreprises qui sont complices de violations de droit international, qui sont complices des violations qu'Israël commet en Palestine. Donc, il y a un site qui s'appelle apartheidfreezone.be. Puis à notre stand aussi, il y a toutes les informations. Mais donc voilà, on peut, à titre individuel ou à titre institutionnel, déclarer son entreprise ou son lieu de travail comme zone libre d'apartheid. Et plus on est nombreux, plus on va être fort ensemble. Mais ça peut être aussi de l'aide humanitaire. Donc 1 franc comme aujourd'hui, donc ce n'est plus des francs, c'est des euros. Donc 1 euro à l'UNICEF pour aider les enfants à Gaza. Voilà, je crois que il n'y a pas de petite solidarité. Toutes les solidarités, qu'elles soient radicales ou moins radicales, ensemble vont dans la même direction, qui est de soutien au peuple palestinien. Et Michel, vous qui connaissez bien l'histoire d'Israël, est-ce que vous pensez que cette communauté internationale peut encore avoir du poids sur Israël ? Théoriquement, elle peut, bien sûr. Si les États-Unis arrêtent leur livraison d'armes demain, c'est fini pour Israël. Si l'Union européenne arrête de privilégier Israël dans les relations commerciales, puisque l'Union européenne est le principal partenaire économique d'Israël, c'est fini aussi. Je veux dire, les moyens de pression sont là, mais ils ne sont pas utilisés parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Donc, d'où l'importance de tout notre travail pour faire changer l'opinion publique, pour faire changer la vision du monde médiatique, des journalistes, etc. Je voudrais dire un mot sur l'usage du mot apartheid. Tu as beaucoup parlé d'apartheid free zone. Par exemple, pour nous, il est évident que Israël est un État d'apartheid depuis très longtemps, et même depuis ses origines. Ça fait très longtemps qu'on se bat. Il y a eu le tribunal Russell sur la Palestine qui a établi très clairement que c'était un régime d'apartheid sur tous les territoires dominés par Israël, c'est-à-dire l'ensemble de la Palestine. On a eu récemment des victoires importantes sur cette question-là, puisque la Ligue internationale des droits humains, B'Tselem, qui est une organisation des droits de l'homme israélienne, Amnesty International, Human Rights Watch ont tous reconnu qu'Israël pratique l'apartheid sur les territoires qu'il domine. Et malgré ça, au niveau politique, on n'en tire pas les conclusions. L'apartheid, c'est un crime contre l'humanité qui doit être obligatoirement combattu par tous les États qui sont partis à la loi, j'oublie la convention contre l'apartheid, et ça ne se passe pas. Donc on a un travail énorme encore à faire. Et par rapport à la question de la lassitude, du fait que
Parce qu'on voit aussi que dans les médias dominants, on parle de moins en moins de ce qui se passe en Palestine. Il se passe maintenant des semaines sans qu'il y ait le moindre billet dans les grands journaux télévisés, en tout cas, sur ce qui se passe là-bas, alors qu'il y a des morts tous les jours, toutes les nuits, des écoles, enfin, tout ce qu'on sait. C'est curieux parce que quand on va sur d'autres chaînes internationales, c'est assez différent. Mais la RTBF, pour moi, c'est le pire pour le moment, en tout cas la télévision. La radio, c'est un petit peu moins. Mais voilà. Donc le travail est gigantesque. Je pense qu'il n'y a pas de raccourci possible, que nous sommes obligés de travailler en profondeur l'opinion publique, quoi. On doit travailler sur l'opinion publique en profondeur. Moi, personnellement, depuis que j'ai sorti ce livre, j'ai été invité pas mal à faire des conférences. Bon, alors c'est chaque fois quelques dizaines de personnes, mais ces personnes elles-mêmes vont lire, etc. Enfin bon, et je suis un parmi plein d'autres. Hein. Il y a des tas de bouquins qui sont sortis depuis le 7 octobre. Moi, je l'ai écrit avant, mais on va organiser bientôt l'ABP et l'UPJB une conférence avec Alain Grèche autour de son dernier bouquin qui s'appelle Un peuple qui ne veut pas mourir, c'est ça? Un peuple qui ne veut pas mourir, voilà. Donc Alain Grèche, non seulement c'est un journaliste et un historien remarquable, mais en plus il est très didactique, très pédagogique. Je trouve que ses livres sont très accessibles et ça c'est très important. Donc voilà. Bon, donc on va organiser une conférence. Je ne sais pas combien de personnes il y aura, mais pour moi tous ces trucs-là sont importants. Voilà. Donc c'est un combat continu. Les Palestiniens n'ont jamais cessé la lutte et on connaît la phrase de Mahmoud Darwish, nous souffrons d'un mal incurable espoir. Eh bien, nous aussi. Voilà. Et donc, on continue à espérer. Simon, du côté des organisations de la société civile palestinienne, qu'est-ce qu'elles attendent en fait? Quelles sont leurs revendications? Qu'est-ce qu'elles attendent de nous? Je dirais assez naturellement, elles attendent évidemment qu'on plaide pour un cessez-le-feu, qu'on plaide pour un accès sans entrave des humanitaires sur le territoire de Gaza, et aussi sur la mise sur pied d'une enquête internationale afin de sanctionner les crimes de guerre qui sont commis, mais aussi les actes violents commis par les colons ou d'autres militaires. Après, il y a évidemment des revendications plus spécifiques à nos partenaires sur la situation en Cisjordanie, où ils sont très inquiets. Ils nous alertent même un peu de la situation là-bas. Ils disent clairement qu'on est au bord d'une catastrophe humanitaire aussi. Ils n'ont pas accès à l'eau, seulement une fois par semaine. Il y a un taux de chômage qui a explosé. Et lorsque les personnes ne sont pas sans emploi, ils n'ont plus seulement accès à 50% de leur salaire. Donc évidemment, lorsqu'on est dans une famille qui a une personne qui perd son emploi, puis l'autre le garde, mais il n'a plus que 50% de ses revenus, vous imaginez les difficultés. Les étudiants n'ont plus accès, ne vont plus à l'université, et les cours en ligne, c'est très difficile. Donc il y a vraiment des difficultés, et ce qui fait que ces populations dépendent de plus en plus de l'aide publique au développement qui provient des bailleurs de fonds internationaux, et dont la Belgique. Nous, Solsoc, évidemment, on dépend encore très largement de l'aide publique au développement. C'est grâce à ça qu'on est en mesure de soutenir les partenaires. Et lorsque les partenaires dépendent aujourd'hui quasi essentiellement de notre aide, ça veut dire que si un jour cette aide s'arrête, on est vraiment dans une situation grave et qui risque de s'aggraver au fur et à mesure que l'aide n'arrive pas. Donc il est clair qu'il y a eu des élections en Belgique. C'est pas toujours des partis politiques les plus enclins à augmenter ou ne serait-ce que respecter les engagements internationaux qui sont pris en matière d'aide publique et au développement. Je rappelle quand même qu'en Belgique, on s'est engagé à donner 0,7% de l'aide publique au développement, ce qu'on fait toujours pas. On est à même pas 0,5%. Donc non seulement nous, on plaide pour que l'aide publique au développement s'accroît, mais si on n'est pas en mesure de plaider pour qu'elle s'accroît, au moins qu'elle reste la même. Et ça, c'est un enjeu, et on le portera en tout cas. Merci Simon. Nadia, peut-être pour conclure, quelles seraient les prochaines mobilisations auxquelles les citoyens, les citoyennes pourraient venir pour soutenir la Palestine dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a déjà des choses prévues ou des événements? Vous avez déjà parlé d'un événement probable et prochain avec Alain Grèche, le 8 octobre. Oui, donc il y aura une manifestation importante, je crois, à Liège en septembre. Il y aura une manifestation importante à Bruxelles en octobre.
Mais aussi, donc il y a des événements. Donc il y a le 8 octobre, on invite à Bruxelles Alain Grèche, mais dans toutes les régionales, l'ABP a des régionales un peu partout, et d'autres collectifs palestiniens aussi militent dans plein de régions. Donc je sais qu'ici, par exemple à Namur, il y aura le 2 septembre un ciné-club avec Bye Bye Tibériade où il y aura un débat après, donc à Liège aussi. Donc il y a dans plein de régions des activités où chacun, là où il est, peut agir. Donc je crois qu'il faut qu'on recommence à réfléchir à comment continuer le combat et comment le continuer avec un maximum de personnes avec nous, comment réexpliquer chaque fois ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a des outils, donc Michel parlait des organisations de droits humains israéliens et puis Amnesty, Human Rights Watch, mais aussi maintenant dernièrement il y a eu la Cour internationale de justice qui a proclamé un avis consultatif sur l'illégalité de l'occupation. Donc ils ont rappelé tout ce qu'on dit nous-mêmes, mais quand c'est la plus haute juridiction internationale qui le dit, ça a quand même beaucoup plus de poids sur l'illégalité de la colonisation, sur l'obligation des États à arrêter cette colonisation, donc à démanteler toutes les colonies qu'il y a maintenant en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donc il y a vraiment, on a des outils juridiques importants. Il y a la Cour pénale internationale qui émet des mandats d'arrêt contre des personnalités, des ministres et des militaires israéliens, c'est incroyable que d'un côté on dit c'est le droit international, donc ça nous paraît évident que tout le monde veut être en règle avec le droit international, et puis on apprend que très officiellement il y a une lettre avec les Français, les Anglais, les Allemands qui font pression contre la Cour pénale internationale pour ne pas qu'il y ait de mandat d'arrêt contre des personnes qui soient israéliennes. Enfin, je ne vais pas dire qui exactement. Mais donc, je dis, comment, parce que c'est des Israéliens, le droit international ne doit plus fonctionner. Donc, quelque part, ce n'est pas seulement la Palestine qui est en danger pour le moment, c'est vraiment le droit international en général, c'est qui perd toute sa crédibilité. Alors que nous, on se dit, voilà, on a une boussole, c'est le droit. On ne demande pas la compassion aux Palestiniens parce qu'ils sont plus beaux, plus gentils. Non, il y a des règles, il y a des droits internationaux, il faut juste l'appliquer. Comme ça, c'est le vivre ensemble partout. Ici, quand on grille un feu rouge, on est en infraction. Il y a des feux rouges aussi au niveau du droit. Il y a des règles, même dans la guerre, il y a des règles. Et Israël, comme tout le monde, doit pouvoir les appliquer. Il n'y a aucune raison qu'Israël ait une impunité comme ça depuis des années, et toute critique contre cette impunité est taxée d'antisémitisme ou je ne sais pas quelle frilosité, même plus qu'une frilosité, ça devient vraiment une complicité de certains États envers cette politique que Israël mène pour le moment dans les territoires. Donc voilà, on doit nous-mêmes continuer à se mobiliser, à expliquer partout là où on peut le faire, et puis toutes les mobilisations sont les bienvenues. Je veux dire, il y a pas, je me répète un peu, mais il n'y a pas de solidarité plus importante que d'autres, mais il faut que tout le monde s'y mette. On invite tous les auditeurs et auditrices à aller suivre la page Facebook et Instagram de l'association belgo-palestinienne, sur lesquelles on retrouve les événements à venir et je vous invite vivement à suivre. Michel, est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure? Je voudrais insister sur le fait qu'il y a énormément d'initiatives locales. Je vais donner un seul exemple. Dans la commune d'Ixelles, donc la commune d'Ixelles a créé depuis longtemps un jumelage avec d'un côté un village palestinien, de l'autre côté c'est pas une ville, c'est une municipalité, mais qui regroupe surtout des kibboutz, du côté israélien, c'est Megiddo. Et nous, on se bat depuis longtemps pour que cette équivalence entre les deux soit arrêtée, autrement dit qu'on suspende au moins ou qu'on arrête le jumelage avec cette localité israélienne, sur laquelle il y a d'ailleurs une grande prison, dans laquelle il n'y a pas de Palestiniens. On ne l'obtient pas jusqu'à présent, mais il y a toutes les semaines, tous les jeudis maintenant, de 18h à 19h, je crois, c'est ça, il y a un rassemblement devant la maison communale d'Ixelles, et il y a autour de ça toute une campagne d'information qui fait pression, et on espère qu'un jour prochain, on arrivera à ce qu'officiellement la commune d'Ixelles arrête ce jumelage. Parce que pour nous, c'est un exemple local, mais c'est un exemple de montrer le deux poids, deux mesures, quoi. On a une commune qui considère qu'on peut traiter de la même manière l'oppresseur et l'opprimé, qu'on peut traiter de la même manière le colonisateur et le colonisé.
Voilà. Et donc, c'est insupportable. Et il y a des gens qui sont à Ixelles et aux alentours qui sont très mobilisés sur cette question. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et on encourage d'ailleurs tous ceux qui ont des initiatives à faire localement à le faire et à continuer à le faire courageusement. Merci Michel. Simon? Je n'ai pas de mots particuliers, mis à part aller suivre notre page sur Facebook, Instagram et Internet www.solsoc.be. Toutes les informations sont reprises là-bas, les articles et notre action également ailleurs, dans d'autres pays où il y a aussi des minorités, des populations qui souffrent de pauvreté, d'inégalité et de conflits. Donc, voilà. Merci beaucoup Simon. Merci à vous pour vos interventions. On peut continuer la discussion et l'échange au stand de l'ABP et de Solsoc sur le site des Solidarités. Et puis, rendez-vous aussi donc, sur les sites internet des différentes personnes autour de la table. On mettra les liens sous les posts, etc., dans lesquels on relaiera l'émission. Et pour conclure, je dirais que les Palestiniens et les Palestiniennes peuvent compter sur nous pour continuer à parler d'eux, tant que leurs droits ne seront pas respectés, que c'est un combat universel qui vaut pour tous les peuples, et c'est le cœur de nos valeurs. Enfin, n'oublions pas notre pouvoir de citoyens et de citoyennes. Chaque voix, chaque participation, chaque mobilisation compte. Ensemble, on peut faire bouger les lignes. Merci. Festival des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Délier. Unir nos voix.